Bien, bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser mon absence physiquement pour ce colloque important sur un sujet qui est totalement dans l'actualité, puisque au moment où nous parlons, se sont ouvertes les assises de l'outre-mer qui doivent avoir une déclinaison territoriale et qui nous amène à ce constat, est-ce qu'aujourd'hui on peut toujours parler des outre-mer ou bien telle la dérive des continents, les outre-mer, en fonction de leur statut, ne se sont-elles pas éloignées les unes des autres, avec la difficulté de trouver naturellement des problématiques communes, des outils communs. D'abord, alors la dérive, naturellement, il faut le prendre au sens géographique du terme et non pas au sens moral. Naturellement, l'outre-mer se caractérise par l'immense diversité, la très grande diversité de ses statuts. Je crois qu'à peu près tous les territoires ont un statut différent. Ce qui, vous le conviendrez, complique un peu les choses. Alors entre ceux qui ont une autonomie fiscale, sociale, législative très large, comme la Nouvelle-Calédonie, et ceux qui sont des départements français stricto sensu, nous passons par toute la gamme naturellement des autonomies plus ou moins grandes, plus ou moins assumées. Quand je dis assumées, c'est qu'un certain nombre de territoires auraient des possibilités, notamment en matière d'habilitation législative, et que, à l'exception de la Guadeloupe, ils n'en ont pas véritablement profité. Est-ce que cette hétérogénéité est de nature à gêner ou à freiner le développement économique ? Naturellement, le statut ne devrait avoir aucune incidence. L'économie de ces territoires est certes difficile, compliquée, tellement d'ailleurs que l'Union européenne, dans le traité de Lisbonne, dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, dans un article que tous les juristes connaissent bien, qui s'intéresse à l'outre-mer, l'article 349, pointe la situation des handicaps permanents structurels de nos territoires, l'éloignement naturellement, l'éloignement par rapport à la métropole, les risques climatiques, et dit l'article 349, nous les avons tous, et c'est leur permanence et la conjugaison de ces risques climatiques, et puis naturellement, et c'est le point sur lequel je voudrais insister, les micro-marchés. Tous nos territoires sont donc concernés par le fait qu'il est aujourd'hui difficile d'avoir une activité économique normale dans des territoires à population faible, même si on doit le corriger avec la Réunion, qui est le plus grand de nos territoires d'outre-mer, avec une croissance démographique encore sensible. Donc des populations en général peu nombreuses, avec une densité de population sur le territoire peu nombreuse, un éclatement parfois de ces territoires, comme en Polynésie française, où 250 000 habitants sont sur un territoire qui représente, sur un espace qui représente l'Europe. Ces micro-marchés nous amènent à deux réflexions. Est-ce que l'évolution statutaire et l'autonomie croissante que certains territoires ont déjà, l'autonomie que certains territoires ont déjà, que d'autres aspirent à avoir. Il y a eu ce débat il n'y a pas très longtemps encore en Martinique, un colloque a même été organisé sur l'évolution de la Martinique vers l'autonomie, notamment l'autonomie fiscale qui était réclamée par un certain nombre d'élus. Est-ce que le statut donc a une importance ou est-ce qu'au contraire, pour nos territoires, le plus important n'est pas l'aspect statutaire, mais bien la nécessité de trouver des alliances dans un environnement régional. En Guadeloupe en novembre, dans l'océan Indien un peu plus tard, auront lieu des conférences de coopération régionale. Est-ce que cette coopération régionale n'est pas, si on modifie légèrement les statuts, c'est-à-dire si on permet effectivement un peu plus à nos territoires de s'insérer dans un environnement à la fois politique et économique régional, est-ce que ça n'est pas là la solution plutôt que des évolutions statutaires stricto sensu qui, encore une fois, sont de très peu d'incidence, ont très peu d'incidence sur l'économie. Si donc nous avions, nous, une observation, ou en tout cas une recommandation à formuler, c'est vraiment dans le sens de cette coopération régionale qu'il faudrait aller. Est-ce que le statut est aujourd'hui un frein
à ce que se mettent en place des coopérations régionales très fortes? Je ne le crois pas. Alors, certes, il peut y avoir des corrections à la marge de la capacité qui pourrait être reconnue à tel ou tel territoire d'organiser des représentations, non pas diplomatiques, mais des représentations commerciales fortes. La Nouvelle-Calédonie le fait avec un certain nombre d'États. Ce ne sont pas des ambassadeurs, mais ce sont des personnes qui ont effectivement, qui font office d'eux, sans que le titre leur soit reconnu, et qui ont naturellement... comme c'est le cas en France métropolitaine, à l'initiative de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui souhaitait transformer tous nos ambassadeurs en ambassadeurs économiques. Est-ce qu'il y a là, encore une fois, des pistes qui sont à explorer? Si on pourrait parler longuement de la coopération régionale, de cette nécessité-là. Sur le plan du statut, pour y revenir un instant, je crois que la vraie difficulté, c'est effectivement pour les territoires qui ont une autonomie fiscale totale, je pense au territoire du Pacifique notamment, c'est d'assurer à la fois un lien fort avec la métropole qui permettent, alors par le biais des contrats de projet ou autres, qui permettent également à l'État français d'avoir des actions de levier ou de permettre à ces territoires d'avoir effectivement des outils qui leur permettent effectivement de faire du développement économique. Je pense naturellement à la défiscalisation ou à l'aide fiscale à l'investissement qui aujourd'hui reste le seul outil national, si je puis dire, dans le Pacifique qui permet à ces territoires d'avoir, ou qui permet plus exactement à la France d'aider par ce mécanisme-là au développement économique de ces territoires. Est-ce que l'autonomie sociale est un frein? Et est-ce que ça a une incidence économique? Je vous répondrai oui et non. Non, parce que rien n'interdit à ces territoires de mettre en œuvre des politiques sociales, notamment en matière d'exonération, de charges, de dispositifs de soutien à la compétitivité des entreprises. Mais oui, c'est un frein parce que des mécanismes avérés comme le crédit d'impôt, compétitivité emploi, qui ont été déployés avec un certain succès sur les départements d'outre-mer notamment, n'ont pas pu être déployés, par définition, dans les territoires à autonomie sociale, alors que c'est un outil simple, que c'est un outil, encore une fois, efficace. Et on mesure bien là la différence et le fait que le statut peut avoir une incidence sur des politiques nationales telles qu'elles peuvent être, enfin décidées en tout cas au niveau national, telles qu'elles peuvent être appliquées dans nos territoires d'outre-mer. Les assises, encore une fois, et je conclurai par là, les assises de l'outre-mer qui se mettent en place doivent être, en tout cas nous semble-t-il, à la FEDOM et pour les milieux économiques, l'occasion unique de reposer, à travers toutes les contributions qui vont remonter des territoires, ce lien avec la France. Vous le savez, nous rentrons dans une période où certains des territoires, je pense à la Nouvelle-Calédonie, va devoir se positionner sur son avenir et sur sa relation avec la France. Ce que je souhaite, en tout cas, c'est que dans toutes ces réflexions qui vont émaner des territoires, se pose véritablement la question de ce lien et de la façon dont la France dans son entité républicaine totale, dans laquelle les territoires outre-mer ont toute leur place, se penche sur ces outre-mer et les aide. Plus que le statut, vous le savez, ce qui est préoccupant, c'est que les outre-mer, trop souvent, ont le sentiment d'être les oubliés de la République, et qu'il y faut des soubresauts, qu'il faut des crises, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient sociales, pour que les outre-mer, pour reprendre une expression que tout le monde connaît, entrent à nouveau dans les radars de la République. Alors ça n'est pas stigmatiser l'action des ministres des Outre-mer qui font ce qu'ils peuvent, mais c'est peut-être stigmatiser un peu une approche trop souvent strictement budgétaire. Vous savez, ce que nous souhaitons dans ces territoires, c'est qu'on leur donne la possibilité de déterminer, c'est un mot fort, les secteurs économiques qui vont pouvoir les aider à créer des richesses, créer de la croissance, créer de l'emploi, et donc
de dire, territoire par territoire, ce qu'ils considèrent comme étant pour eux les facteurs et les secteurs d'avenir. Et je souhaite que l'on repose la question du statut à travers ce prisme-là. Si tel ou tel territoire, quel que soit son statut, dit aujourd'hui, dans le cadre des assises de l'outre-mer, entre autres, voilà quelles sont les clés du développement économique, voilà pour nous ce qui est important pour notre avenir. Je souhaite que ce soit dans ce cadre-là, et avec le statut qui est le leur, que l'on repose le lien avec la République. Et cela veut dire qu'il faudra peut-être que l'on mette en place d'autres outils de soutien aux économies de ces territoires, encore une fois, quel que soit le statut qu'ils aient adopté. Ça pour vous dire que finalement le statut, vous le voyez bien, est mineur, enfin est une question mineure, est une question qui pour moi n'est pas la plus importante. Ce qui est le plus important, c'est le regard que pose l'oreille attentive que doit avoir la République vis-à-vis de l'ensemble de nos concitoyens d'outre-mer. Je vous souhaite une excellente journée de travail à toutes et à tous.